Eh bien, bonsoir à tous. Merci d'être venus à ce 48e Performance User Group. On attendait plus de monde, donc on a pris un peu de retard en espérant que les gens arrivent. Ça sera peut-être encore dans quelques minutes, mais pour tous ceux qui sont déjà là, on va démarrer. On va démarrer donc ce 48e Performance User Group sur un sujet qu'on n'a pas encore abordé, qui est le décisionnel. Euh, Pierre-Marie et Arnaud d'Augury. Donc Augury nous a déjà fait 2 sessions qui ont super bien marché en juillet et en août dernier sur leur retour d'expérience, sur ce qu'ils ont vécu avec une startup qui décolle très très vite. Et là, on va parler de la partie décisionnelle, collecter beaucoup de données, processer beaucoup de données. Et en plus, c'est sur le cloud, c'est sur AWS Redshift. Donc un retour d'expérience de performance particulier avec une techno un peu particulière. Avant ça, j'avais un petit sondage. On réfléchit aux sessions de l'année. Vous avez peut-être vu que maintenant les sessions sont annoncées pour l'année entière. C'est toujours le troisième mercredi de chaque mois, sauf quelques exceptions. On contourne des Vox France, on contourne deux, trois choses comme ça, mais toutes les dates sont déjà annoncées, donc vous pouvez les réserver dans vos agendas. Et maintenant, pour les speakers, on voulait savoir un petit peu qu'est-ce qui vous intéresse au Perfug. Donc je vais faire un petit sondage à main levée. Qui est motivé par des présentations au Perfug de solutions éditeurs. Ok, bon, je savais qu'il n'y avait pas beaucoup de mains, je pense que s'il y en a zéro, c'est que c'est la première. Et soyez pas timide non plus. Alors on a tout... Effectivement, quand on a des éditeurs qu'on fait venir, on leur précise toujours très très lourdement que c'est de la très très grosse tech qu'on veut. On est parfois entendu, parfois moins. Il y a certaines solutions où on dit même non, on ne vous fera pas venir parce que vous ne nous avez pas convaincus. Donc je note le point. Euh, les retours d'expérience. Ok, donc surtout des retours d'expérience. Des expérimentations, des choses qui ne sont pas forcément en prod, un peu novateurs. Pourquoi pas non plus. Et est-ce que la technologie a de l'importance? Est-ce que le fait de faire de la performance sur du front, du back, du Java, du C++ ou autre chose, c'est quelque chose qui va driver votre choix de venir ou pas? Allez, levez la main si c'est important pour vous. Ouais. Tiens, je reformule. En fait, l'idée, c'est est-ce que tu es intéressé par un type de performance en particulier, genre que la performance front ou que la performance des bases de données, j'en sais rien, ou est-ce que c'est quelque chose de plutôt large? Est-ce que c'est ça la question, Marc? Oui, Voilà, merci pour la super. reformulation, Borémy. On lève la main si si on est focus sur une techno. Ok, donc plutôt large, plutôt pas trop de choix en fonction de la techno. Ok, ça nous confirme ce qu'on pensait, mais on a voulu faire ce petit sondage en début d'année et merci de vous être prêté au jeu pour bien cibler les speakers qu'on va chercher. Comme d'habitude, la minute de pub pour Octo qui nous accueille et qui nous offre le pot. On est Docto, Borimi et moi, on recrute. Si vous êtes intéressé par ce qu'on fait chez Octo, n'hésitez pas à venir nous voir pour connaître un peu mieux ce qu'on fait et pour voir si vous êtes intéressé. Et petite minute de pub également pour Octo Academy. Ça fait 3 ans maintenant qu'on a une entité de formation qui fait des formations notamment sur AWS, comme c'est la journée aujourd'hui, à la fois architecting et à la fois sur big data. Là, on est pile dans le sujet d'aujourd'hui. Il y a le catalogue de formation qui vient de sortir. On vous l'a laissé sur la table où on va aller prendre à manger et à boire tout à l'heure. J'ai déjà beaucoup parlé. Je vous dis juste rendez-vous le 21 février pour la prochaine session. Elle n'est pas encore tout à fait annoncée. On n'a pas tout à fait la salle, donc vérifiez les annonces pour confirmer la date. Mais on est en train de le faire. Et puis maintenant, je vais laisser la parole à Arnaud et Pierre-Marie parce que ce sera beaucoup plus intéressant que moi de les entendre parler.
Bonjour à tous. Donc, nous sommes là pour vous présenter notre retour d'expérience sur Amazon Redshift, donc la base de données relationnelle distribuée d'Amazon, qu'on utilise depuis 2 ans. Donc, on l'utilise depuis 2 ans avec Pierre-Marie, alias PM. Je vais peut-être l'appeler PM des fois, enfin, c'est normal, tout va bien. C'est lui qui a mis en place Redshift au début, donc tout seul, et qui a beaucoup travaillé sur l'optimisation de Redshift. Donc, je vais vous présenter du coup avec Arnaud ici, donc qui travaille depuis de nombreuses années donc en tant qu'ingénieur et consultant donc en BI dans tous les points big data justement et qui nous a rejoint donc depuis 1 an et demi chez Augury pour en fait du coup déployer et améliorer l'architecture big data de l'entreprise. Voilà. Alors un rapide sommaire également de comment va se dérouler le meet-up. On va commencer du coup par une brève introduction du contexte, pourquoi on a rencontré ces problématiques de big data. On va du coup vous présenter également donc Redshift, en quoi il répond aux sujets, aux problématiques en fait du coup qu'on pourra lister, et du coup également donc quelles solutions il offre aux différentes problématiques, aux différents écueils qui sont régulièrement rencontrés dans les architectures big data, en particulier en base de données. Voilà. Du coup Arnaud après vous présenter un point plus axé sur la gestion du cluster lui-même. Donc comment bien configurer Redshift, comment bien utiliser Redshift au quotidien. Et on finira du coup par une séance de questions-réponses. Libre à vous du coup d'en poser si vous en avez. Alors, on va commencer d'abord par un petit contexte sur Augury. Augury c'est quoi? C'est une entreprise donc, du coup, qui a été fondée il y a 4 ans par Jean Cozenary et Thomas Pasquet et qui fait de la publicité ciblée donc, dans le monde entier. On a aujourd'hui 400 millions de profils unique donc, sur Android qu'on obtient via un SDK et auquel on affiche de la publicité ciblée. Donc on a des milliers de campagnes publicitaires qui nous sont données par des annonceurs et qu'on diffuse. On est également en train de s'orienter vers une offre hybride avec, avec le volume de données qu'on a, aller vers des offres également analytics, donc des études, également des études d'exploration qu'on va associer aux offres du coup de diffusion de publicité. Voilà. Alors une brève présentation de l'architecture également qu'on a chez Augury. Donc on a, comme je disais, un SDK qui a été développé en interne et qui est intégré donc, dans des applications partenaires sur Android et qui nous permet donc moyennant un EULA, donc un End User Agreement, donc qui est compliant GDPR, donc qui sera disponible à partir de printemps prochain, de remonter du coup avec l'accord de l'utilisateur ces données, donc qui peuvent être de différentes natures et qui arrivent donc dans notre infrastructure sur AWS ici avec un data server. Donc là c'est une architecture très simplifiée du modèle. Mais donc on récupère les logs directement sur S3 et pour les différentes utilisations donc on a besoin d'analytics, on les charge dans la base de données Redshift et on a également du coup après sur un call de request de la part du utilisateur des algorithmes de targeting en fait qui vont servir à la fois sur Redshift quand le besoin il convient et sur S3 pour des algorithmes plus lourds pour présenter la meilleure publicité à afficher à l'utilisateur selon le contexte. On a également du coup différents outils de reporting, donc comme Tableau par exemple, qui sont branchés sur Redshift et qui permettent justement de servir de la donnée pour répondre à différentes KPI importantes pour l'entreprise. Les besoins qu'on a rencontrés en fait, ils s'expliquent en fait par l'énorme volume de données qu'on a à gérer. Comme vous l'imaginez, 400 millions d'utilisateurs, ça génère des terras et des dizaines, des centaines de teraoctets sur une année. Et donc gérer ces volumes-là, ça présente des difficultés qui sont inhérentes en fait à la volumétrie qu'on gère. Pour cela, en fait, on avait besoin de remplir ces 4 critères-là. Simple, il fallait absolument que, comme on a une grande variété de personnes qui vont s'adresser à l'information, des business analysts, des data scientists, des ingénieurs, il fallait un langage commun pour exploiter l'information. Il fallait également que ce soit rapide et économique. Économique, je pense que je n'ai pas besoin de préciser pourquoi, mais rapide également parce que, comme on fait beaucoup d'exploration et de prototypage avec ça, on n'a pas envie, lorsqu'on fait du feature engineering en machine learning, de tester 100 features à raison d'un feature par jour parce qu'il faut 24 heures pour le processer. On va être réactif sur l'exploration et donc du coup, on a besoin de quelque chose qui soit rapide au calcul. On voulait également soit reproductible et mutualisé parce que on veut que quand quelqu'un dit quelque chose à partir de l'information dont on dispose, soit complètement certain et que si quelqu'un refait la même requête sur l'information, il obtient le même résultat. Ça permet d'asseoir les résultats qu'on obtient et d'épargner du coup les discussions qui peuvent être inhérentes en entreprise, qui sont des pertes de temps. Et également libre, c'est que, comme je disais tout à l'heure, on se sert de toute l'information dont on dispose pour faire du feature engineering et proposer donc la publicité ciblée. Ça a comme conséquence qu'on veut être libre de croiser toute l'information, que ce soit les applications qu'un user possède, l'endroit où il est. Donc on ne veut pas se limiter à un besoin particulier. Et ce critère-là,
nous oblige à avoir recours aux bases de données relationnelles. Parce que le NoSQL est très fort pour exploiter une information précise, mais pour le croisement d'informations, c'est beaucoup moins adapté. Donc du coup, ces critères-là nous ont obligés à se diriger vers ces technologies-là. Déjà, pour répondre aux besoins de simplicité, on est parti sur la technologie donc, avec langage SQL, quelque chose qui est simple, qui est maîtrisé par tous les business analysts de la planète pratiquement, et qui est également connu de la grande partie des développeurs, donc qui fait avoir une base solide pour tout le monde et de manière mutualisée. Le fait que ce soit rapide et économique nous a obligés de partir sur des technologies clusterisées, donc comme les Redshift, et du coup qui permettent d'avoir accès à une grande puissance de calcul sans avoir besoin d'attaquer un mainframe, des architectures beaucoup plus centralisées qui sont beaucoup plus chères. On est également du coup pour la reproductibilité parti sur des solutions acides, ce qui nous oblige à partir vers des bases de données relationnelles et transactionnelles. Et également du coup on a mutualisé tout ce qui était nettoyage d'informations en amont du data warehouse pour éviter que les utilisateurs aient à faire ce traitement de nettoyage à la requête ou à l'utilisation, et quand, du coup, comme ils font pas forcément le même nettoyage, ils aboutissent à des résultats différents. On voulait justement s'épargner tout ça pour que deux requêtes, deux utilisations similaires aient le même résultat. Et également, du coup, le fait qu'on puisse créer l'information librement nous obligeait, comme je disais, à choisir un moteur relationnel et pas NoSQL. Alors, Arnaud va brièvement présenter Amazon Redshift. Alors, pardon. Amazon Redshift, c'est né en 2011 sur une base de Postgre. Donc Postgre, en 2011, c'était quoi? C'est la base de données relationnelle gros volume, avec beaucoup de conformité SQL, ce qui était très vrai en 2012 et 2015, peut-être un peu moins maintenant. C'était une base OLTP, donc plus transactionnelle et orientée ligne. Chose que Redshift a changé. Redshift est plus une base OLAP, donc analytique, et qui va beaucoup traiter en colonne. Ce qui va nous intéresser pour beaucoup de raisons. C'est basé comme Postgre sur le SQL. SQL, donc le langage simple, c'est important pour nos business analysts par exemple, pour les data scientists, avec des normes donc, comme l'ACID. Donc ACID, ça veut dire quoi? Ça veut dire atomique. Vous ne pouvez pas avoir le début de la requête qui passe et pas la fin. C'est tout ou rien. Consistant, c'est-à-dire que vous avez des clés primaires, des contraintes qui doivent être respectées. Isolé, c'est-à-dire que si vous avez un lock sur une table, enfin si vous faites une modification sur une table, vous n'allez pas pouvoir lire cette table. Vous allez devoir attendre, enfin dans certains cas, que la table soit déloquée. Et durable, c'est-à-dire que si vous avez un shutdown de votre base, les données elles sont sur le disque dur, elles ne sont pas en RAM. Donc si ça tombe en panne, vous avez toujours vos données. Voilà, donc vous avez aussi en prime tous les connecteurs ODBC, JDBC si vous voulez vous connecter par R, enfin par R et Python, oui, notamment. Base de données distribuée, donc vous êtes dans le théorème CAP. Théorème CAP, vous avez 3 lettres, hein, vous pouvez en choisir que 2. Toutes les bases de données, normalement, vous avez le P pour Partition Tolerance. C'est-à-dire que si vous avez une partie de votre base de données qui tombe, elle peut être remontée, enfin elle a intérêt à être remontée. Comment ça se fait sur Redshift? Quand vous allez avoir une partie de votre base de données qui tombe, là il y a un stop. Si vous avez qu'un node qui tombe, vous avez vos données qui sont répliquées une fois. Donc normalement vous pouvez avoir un miroir de vos données de Redshift à Redshift. Si vous avez plus de nodes qui tombent, vous avez un backup sur S3, donc là où il y a tous les fichiers. Et donc vous devez attendre que les nodes soient remontées. Tout ça en automatique par Amazon. Cohérence. Cohérence, c'est que si vous avez 2 personnes qui font la même requête, ou 2 personnes qui accèdent à la même table, vous avez le même résultat. Pourquoi c'est pas important pour certaines personnes? Pour Amazon, par exemple, s'il y a quelqu'un qui achète un objet, il faut qu'elle puisse acheter l'objet. Si l'état des stocks il n'est pas à 1 près, on s'en fout. Nous, c'est important pour nous. Donc cohérence, c'est là. Availability, si vous avez un lock sur une table, vous ne pouvez pas écrire sur cette même table. Donc vous ne pouvez pas envoyer 2 fois des requêtes qui tapent sur la même table. Vous avez des locks. Vous avez un système de lock. It's magic. Alors oui, nous on aime bien Redshift. En théorie, selon des benchmarks, c'est 100 fois ou 1000 fois plus rapide que Postgre. C'est un peu exagéré, sûrement. Voilà. Nous, en tout cas, pour une requête qui touche 144 millions de lignes, donc avec des écritures, 144 millions de lignes en tout cas, avec un left join, un group by, une window function,
Et c'est 3 minutes 30. Donc voilà, pour plus de 100 millions de lignes, avec toutes ces fonctions, c'est intéressant. Les avantages et les inconvénients. Donc l'avantage SQL, on en a déjà pas mal parlé. Économique, vous n'avez pas de coût d'entrée. Si vous voulez une grosse base de données relationnelle et que vous prenez Exadata, Teradata, Netezza, vous allez devoir payer le serveur. Vertica aussi. Donc le coût d'entrée est extrêmement cher. Enfin, ou c'était ça à l'époque en tout cas. Avec Redshift, vous prenez que ce dont vous avez besoin. Si vous n'en avez plus besoin, vous pouvez décommissionner votre node. Performance par le design. PM va beaucoup en parler. Vous avez des clés de distribution, des clés de tri. Et ce qui fait que ça sera particulièrement adapté à la requête que vous allez faire. Voilà, ça va être particulièrement adapté, donc ça va être hyper rapide normalement. Mais il faut bien prévoir, il faut bien designer sa table. Scalable, c'est une demi-scalabilité, c'est-à-dire que vous prenez le nombre de nodes dont vous avez besoin. Ça ne va pas s'adapter non plus à la volée, mais vous pouvez vous adapter assez vite. Concurrence, on a eu assez vite des problèmes. Quand on avait tous les ETL qui tournaient la nuit. Tous les ETL qui tournaient la nuit, donc toutes les entrées-sorties, les écritures qui tournaient la nuit aussi. Et on s'est rendu compte qu'il a fallu réduire le nombre d'ETL qui pouvaient tourner ensemble. Parce que sinon, il y avait des soucis sur les écritures. C'était beaucoup trop lent. Et même, comme vous avez du design de table, à des moments, vos tables seront séparées toutes de la même manière et tout le monde va taper au même endroit. Donc il faut éviter que tous ceux qui ont les mêmes usages puissent taper ensemble. On va en reparler après. Calcul matriciel, si vous voulez faire des choses similaires à Scala ou R, vous allez bouger toutes vos colonnes ensemble, faire des calculs là-dessus, ça ne va pas être hyper adapté. Et rigidité par le design, comme vous êtes optimisé pour un usage particulier, bah, ça va impacter des gens qui veulent utiliser une table pour deux usages différents, selon les accès que vous voulez faire. Autour de Redshift. Donc Redshift, c'est la base de données relationnelle d'Amazon, relationnelle haute volumétrie, haute performance. Vous avez donc S3. S3, c'est les buckets où vous allez mettre tous les fichiers que vous voulez. Donc CSV, JSON, enfin tout ce que vous voulez, Hadoop. Vous avez Glacier, c'est le système d'archivage. Votre stockage va coûter moins cher. Par contre, dès que vous voulez y toucher, ça va vous coûter un peu plus cher. Vous allez avoir un coût pour accéder à vos données. Ensuite, vous envoyez ça dans Data Pipeline. Data Pipeline, c'est quoi? C'est l'ETL. Vous pouvez monter et descendre vos machines. Donc vos machines, c'est des EC2 et des EMR. EC2, c'est quoi? C'est des moteurs où vous allez choisir un peu la puissance CPU que vous voulez, la RAM que vous voulez, avec tout un panel de choix, même les licences que vous voulez, si vous voulez du Windows, du Linux, et plein d'autres choses. EMR, c'est la même chose, mais avec un stack Hadoop Spark dessus. Voilà. Donc, grâce à Data Pipeline, vous montez tout ça, vous exécutez vos scripts, et ensuite vous envoyez vos données dans Redshift. Vous pouvez accéder à Redshift aussi. Glue, la même chose, mais en mieux, qui vient de sortir en Irlande depuis un mois. On vous avoue qu'on... je dis Irlande, parce qu'on est sur les data centers d'Irlande. Donc on ne l'a pas encore testé, c'est sorti aux États-Unis déjà. La promesse, c'est que ça fait du PySpark automatiquement, ça utilise le catalogue Hadoop beaucoup plus. Donc il y aura peut-être beaucoup plus de big data et de choses possibles. Redshift, donc notre base de données relationnelle avec Spectrum. Spectrum, donc vous pouvez dans Redshift accéder directement à S3, donc en faisant du SQL. En faisant du SQL, vous allez pouvoir normalement accéder à vos fichiers avec le catalogue Hadoop si vous l'avez fait. Et à 5 Tera, $5 le Tera scanné. Donc vous n'avez plus de serveurs, vous n'utilisez plus les serveurs Redshift. Si vous avez trop de données, en plus, ça peut être intéressant. Vous n'avez pas besoin de charger le Redshift comme ça. Ça, c'était la big picture autour de Redshift. Et ensuite, si on rentre dans Redshift, donc dans Redshift, vous allez choisir un type de node. Donc les types de nodes, ils sont là. Soit DC pour Dense Compute, soit DS pour Dense Storage. Et une fois que vous avez choisi un type de node, tous vos nodes vont être du même type. C'est important, pourquoi? Parce que votre leader, il va être comme les slaves. Ce qui veut dire que dans notre cas, si vous êtes en DS2 X large, vous avez que à peu près 32 compute nodes de gérables. On arrive bientôt à la limite. Et ce qui fait qu'on ne pourra plus scaler horizontalement.
on va devoir augmenter notre leader. Et si on augmente notre leader, bientôt, on va devoir augmenter tout le monde, en gros. Donc les nodes, Dense Storage et Dense Compute. Dense Compute, vous êtes orienté compute. C'est une révolution. Donc vous êtes orienté compute et SSD. Là, quand on regarde, c'est pas si évident. Quand on regarde large et X large, on a 15 Go, 31 Go. La différence, c'est qu'il y en a un qui est 3 fois moins cher déjà ici. Et donc là c'est la même chose, sauf qu'il y en a encore un qui est un peu plus cher. Avec les disques SSD aussi, vous allez gagner beaucoup plus de performance au niveau des entrées-sorties. En gros, Dense Storage, vous le prenez que si vous avez des tables trop grandes, que si impérativement vous devez avoir de la place. Donc nous, évidemment, on veut de la place. On a 60 Tera non compressés de données, donc 12 Tera en effectif. On a 25 nodes et on a par exemple une table à 122 milliards de lignes qui est traitée relativement rapidement. D'habitude, les requêtes tournent en moins d'1 heure. C'est peut-être long, mais la plupart tournent très rapidement. Quelques minutes, voire un peu plus. Le query plan. Alors ça, c'est la base de tout dès que vous voulez améliorer vos performances. Donc, comment ça se lit? Vous avez votre cat SQL, et dans votre cat SQL, vous avez plusieurs étapes. Donc là, on voit qu'il y a 4 étapes. Donc c'est en arborescence, dont 2 qui sont dont 2 qui sont des feuilles. On a par exemple un scan ici qui a une feuille et un autre scan ici qui a une autre feuille. Donc au-dessus de ce scan, vous avez votre hash, et quand vous rejoignez votre hash et votre autre scan, vous avez votre jointure. On en reparlera plus tard. Et c'est la base de tout parce que vous allez avoir votre coût. Vous pouvez voir directement où est-ce que votre coût s'envole. C'est-à-dire que là, vous avez le cost, donc qui est de 0, point, c'est parce que c'est un autre cost après, et beaucoup. Qu'est-ce qui se passe ici? Ça, c'est le coût de la première ligne. Donc c'est un scan, donc le coût de scan de la première ligne, il est de 0 secondes, jusque là tout va bien. Et le coût de scan de la dernière ligne, il est un peu plus haut. Dans certains cas, par exemple, si on prend un order by, où on doit scanner toutes les lignes pour ensuite afficher celle qui a la plus grande valeur, par exemple, votre cost de début et de fin, ça sera le même. Voilà. Donc c'est intéressant à voir. Ensuite, vous avez le nombre de lignes, c'est une unité arbitraire ici. Ensuite, vous avez le nombre de lignes qui sont parcourues, le nombre de lignes estimées. On verra comment Redshift estime ça après. Et ça, c'est la largeur en octets moyenne. La largeur de la ligne moyenne. Vas-y. Normalement, c'est 1 centième, mais c'est pas toujours 1 centième exactement. Mais oui, en effet, c'est 1 centième la plupart du temps. Et je laisse PM vous parler des problématiques. Alors, donc comme on le disait tout à l'heure, on va aborder donc les problématiques big data traditionnelles qui sont résolues par Amazon Redshift. Alors, dans un souci de générosité, je vais en parler de manière relativement globale avant d'aborder la solution en fait au problème qui est adoptée par Redshift pour le résoudre. Alors, on va attaquer 4 problèmes différents aujourd'hui. On va attaquer le problème donc, des IO entre le disque et la RAM, qui est un vrai goulot d'étranglement sur les solutions volume. La distribution des données entre nodes, donc ça c'est quelque chose de très spécifique au modèle distribué en cluster. On va attaquer le carnet des jointures également, parce que forcément vous imaginez que lorsqu'on joint des tables avec plusieurs milliards de lignes, plusieurs dizaines, plusieurs centaines de milliards de lignes, on a des problèmes de cardinalité qui se rencontrent très rapidement. Et également donc l'utilisation des ressources de RAM qui, sur des volumes aussi grands que cela, souvent ça monte moins vite la RAM que le disque, et on a à nouveau des goulots d'étranglement sur ces thématiques-là. Alors, ici, comme je disais, donc, on a des problématiques qui sont entre les IO du disque et de la RAM. La première solution qui est mise en place par Redshift pour gérer ce problème-là, parce que c'est réellement on peut mettre sur une requête où le compute va durer uniquement quelques secondes, on peut avoir en fait quelques dizaines, quelques centaines, voire quelques minutes juste pour remonter les données, alors qu'en fait on va gâcher tout le temps là-dedans. La première solution qui est mise en place par Redshift, donc comme Arnaud le présentait tout à l'heure, et c'est une technique qui est utilisée par exemple dans tous les warehouse du marché, c'est de passer l'information en colonne. C'est-à-dire qu'à la place de stocker les lignes de manière contiguë sur le disque, en fait, ils vont stocker les colonnes une à une.
L'intérêt de ça, c'est que on a assez régulièrement dans les bases de données Analytics des centaines de colonnes par table. Et en fait, on s'intéresse lors d'un usage uniquement à quelques-unes d'entre elles. On n'a pas envie de remonter si au milieu des colonnes il y a un varchar 6000, on n'a pas forcément envie de le remonter qu'on s'intéresse à un octet. Donc du coup, on va vraiment limiter les IO en faisant ça. Donc à la place de stocker sur disque les lignes de manière contiguë, en fait, on va stocker les colonnes et on ira chercher uniquement les colonnes dont on a besoin. Après, donc, une fois qu'on a stocké les colonnes de cette manière-là, donc sur le disque, donc là c'est un exemple que je vous donne ici pour illustrer, la manière dont Redshift va stocker l'information plus précisément, en fait, c'est qu'elle est décomposée en blocs. Il va stocker toutes les colonnes en blocs de 1 mégaoctet, indépendamment du data type, indépendamment de tout le reste, c'est toujours 1 mégaoctet. Ce sont des blocs du coup qui sont relativement volumineux, mais aussi qui ont la particularité en fait d'avoir conduire un nombre de valeurs différents selon le data type. Par exemple, si jamais vous stockez un booléen ou enfin une colonne booléenne, un int ou bien des varchars très longs, vous n'allez pas forcément avoir le même nombre de valeurs stockées dans chacun des blocs. Vous pouvez avoir dans certains cas quelques milliers, voire quelques centaines de millions pour des valeurs très faibles. Ça va faire que du coup chacune de vos colonnes ne va pas être stockée dans le même nombre de blocs que celle des autres. Mais du coup, Redshift va pouvoir aller chercher uniquement certains blocs. Sur chacun de ces blocs, Redshift va appliquer des compressions. Donc il peut les choisir lui-même, c'est relativement efficace la plupart du temps, mais il peut également vous laisser le choix en fait de choisir vous-même la compression que vous appliquez à vos colonnes. Il y a un certain nombre d'algorithmes qui peuvent être appliqués dessus et qui sont plus ou moins efficaces selon le data type ou en fait simplement à quoi ressemblent vos informations intérieures. L'intérêt d'utiliser la compression à ce moment-là, donc c'est quelque chose d'assez classique, c'est que vu que vous appliquez uniquement une colonne à la fois, toute l'information qui réside au sein du bloc est extrêmement homogène en forme, et donc l'algorithme va pouvoir tirer vraiment parti de la structure en elle-même pour compresser avec des taux de compression très forts. On arrive régulièrement en Redshift à avoir des compressions qui sont au-dessus de 50% et très régulièrement même au-dessus de 80%. Donc c'est-à-dire que c'est exactement l'exemple qu'on a tout à l'heure avec Arnaud, c'est qu'en fait on a 60 téraoctets dans le cluster de données à la base, mais en fait on va en stocker que 10 avec la compression. Voilà. L'intérêt de Redshift avec ce que l'on présentait sur les blocs, c'est en fait réside dans un algorithme qui a été développé par l'équipe de Paracel, avant le rachat par Amazon, et qui en fait s'appelle la zone map. L'intérêt de ça, c'est qu'en fait, dans le catalogue de base de données de Redshift, vont être stockés en fait l'adresse de chacun des blocs avec, par exemple, ici, une table qui s'appellerait Delivery. On a des colonnes qui s'appelleraient Date, et chacun des blocs est avec son pointeur référencé dans le leader node. Avec ces informations-là, en fait, sont présentes également donc, le nombre de lignes que contient le bloc, et les valeurs minimales et maximum de chaque, en fait, la plus petite valeur de ligne de la colonne et la plus grande. L'intérêt de ça, c'est qu'en fait, si jamais vous faites une clause assez restrictive dans votre sélection des données, par exemple, imaginons, vous avez une table qui contient des données qui constituent une colonne date et qui va sur plusieurs années. Et vous recrutez un jour très précisément, vous vous intéressez juste à une seule journée. Et bien du coup, rien qu'en allant regarder dans le catalogue les valeurs minimales et maximum que contiennent chacun des blocs, il va pouvoir se dire, de toute façon, sur les 10 000 blocs qui contiennent les données de trucs, je n'ai besoin d'en chercher que 1 ou 2. Tous les autres, je n'aurai même pas besoin de les lire, ils ne contiennent pas la valeur qui m'intéresse. Et donc du coup, vous allez remonter uniquement 2 mégas à côté au lieu de 10 gigas, 100 gigas potentiellement. Donc ça va être un gain en IO énorme pour un coût relativement vrai parce que du coup vous allez lire uniquement en ligne sur le leader pour économiser 1 méga par ligne lue. Donc ça c'est l'algorithme de la zone map. Je vais y venir après. Donc justement, comme tu le fais remarquer, en fait, on va bénéficier pour améliorer encore justement l'efficacité de la zone map de sortkey. La sortkey, c'est une technologie donc, du coup, qui consiste en fait à appliquer quelque chose qui s'approche énormément de order by en SQL, en fait, qui va consister à trier de base la table. Elle va stocker justement ces lignes triées comme ça et après répartir les blocs de manière triée. Faut bien voir en fait que Redshift, vu que c'est une technologie distribuée, ils ont fait le choix en fait de ne pas avoir d'index, à l'inverse du Postgre classique d'ailleurs. Mais en fait de mettre toute l'intelligence justement de recherche des lignes qui les intéressent derrière la conception de la table. C'est-à-dire qu'en fait on va trier les lignes du coup qui nous intéressent selon le pattern en fait de requête qu'on a identifié au préalable. C'est pour ça qu'Arnaud disait que c'était performant par le design, c'est que ça consiste en fait, ça nous oblige à détailler dès le départ en fait à quoi va servir la table et à la désigner en fonction de ces requêtes là. Il vaut d'ailleurs mieux, c'est une bonne pratique d'écrire les requêtes avant de construire la table parce que c'est très dépendant des requêtes. Donc du coup, on va trier les lignes, comme je disais, donc, selon un critère. Il y a plusieurs types de sortkey qui sont proposés par Redshift. La première, comme je disais, c'est un espèce d'order by, qui s'appelle la compound sortkey.
En gros, vous présente à gauche, c'est la table de manière, une espèce de distribution aléatoire des lignes. Et en fait, on va trier selon l'ordre du coup ici, qui est date, country, user, campagne. Et donc c'est vraiment comme un order by, c'est-à-dire que la date va être triée en premier, puis au sein des valeurs égales de la date, on va trier le country, et au sein du date et country, on va trier le user, ainsi de suite. Du coup, là, on va avoir des lignes qui sont triées selon ces critères-là, et comme je disais tout à l'heure, chacun des blocs donc, qui contient et concerne une seule colonne à la fois, va de manière en fait contiguë contenir un certain nombre de lignes. Et comme elles sont contiguës, en fait, dans la zone map, il n'y a pas de. Quand vous allez chercher une valeur précisément, vous allez chercher au maximum un bloc précis, un bloc ou plusieurs si jamais l'information dépasse le nombre de lignes que peut contenir un bloc. Vous allez pouvoir éliminer très très efficacement des blocs, le nombre de blocs à parcourir à remonter en RAM depuis le disque. Donc je vais vous donner un exemple ici, par exemple, c'est que on est en train de faire une requête qui concerne du coup 3 colonnes. On est en train de chercher du coup des dates entre eux sur un intervalle de date précis. Donc il faut imaginer qu'ici on est trié selon la date d'abord, puis le country, puis la campagne. On va en fait aller chercher du coup, donc je vous ai identifié en blanc ici, tous les blocs qui contiennent en fait les valeurs de date qui nous intéressent. En rouge c'est toutes les valeurs de country qui nous intéressent et en noir pour les campagnes. On voit en fait que par exemple ici, il y a un seul une seule schéma de bloc contigu pour la date, parce que vu que c'est tête de sortie, on est certain de ne pas en retrouver à d'autres endroits. Pour le country, il y a une occurrence du country FR dans chacun des patterns de date qui sont au-dessus. Donc il y en a plusieurs, et ainsi de suite également encore plus pour la campagne en dessous. Mais comme en fait on est en train de chercher très précisément les valeurs ou les ranges de valeurs qu'on a listées ici, il va pouvoir en fait aller chercher uniquement les blocs qui sont constitués dans la zone verte ici. Il va pouvoir se dire dès le leader node, j'ai besoin de chercher uniquement ce bloc-là, ce bloc-là et ce bloc-là, ou potentiellement plusieurs, ça dépend du nombre de lignes que vous voulez, mais du coup, aller voir une toute petite proportion des blocs de données et les remonter uniquement ceux-là. Alors, le second type de sort key qui est présent dans Redshift, donc ce qu'on appelle interleave sort key, je ne vais pas trop m'étendre dessus, c'est un type de sort key qui est un petit peu différent parce qu'en fait, il ne met pas les colonnes, il ne met pas d'ordre d'importance dans les colonnes. Si jamais, par exemple, dans l'exemple d'avant, vous faites une closeware uniquement sur une colonne d'ordre supérieur, par exemple uniquement la troisième de la sort key, ça va être beaucoup moins efficace et potentiellement d'ailleurs dans certains cas, la range en fait va même pas vous aider parce qu'en fait en troisième position, vous renouvelez l'intégralité du panel en fait de valeurs au sein d'un bloc. Donc de toute façon ils auront tous le min et max valeur dans la zone map en fait qui seront extrêmement écartés. Cet algorithme-là, du coup, en fait, lui, il met toutes les colonnes que vous mettez dans la sort key sur le même plan. Et peu importe laquelle vous requêtez ou lesquelles vous recrutez, vous allez toujours en fait pouvoir enlever de manière à peu près homogène les blocs à remonter en RAM. C'est un algorithme qui est assez efficace, mais par contre qui ne permet pas de bénéficier donc, des autres algorithmes que je vais vous présenter après, qui sont des algorithmes de jointure, des algorithmes de groupe. Donc là, c'est vraiment pour chercher très précisément des lignes, donc juste des sélections, mais pas pour faire des computations ou des jointures. Alors, maintenant, je vais vous présenter du coup le second sujet dont je voulais parler, qui est la distribution des données. Donc on est sur une architecture clusterisée ici, et du coup, chacune des lignes en fait est présente sur une seule des machines. Je vous présentais ici tout à l'heure. Alors nous, on a 25 machines chez Augury, dans le cluster, et chacune des machines contient 2 slices. Donc les slices, c'est un peu, si vous voulez, en fait, des virtual machines qui sont comprises à l'intérieur des nodes, et donc du coup, en fait, les lignes sont affectées à une de ces 50 slices à la fois. Et du coup, il est très important en fait de les distribuer de manière homogène. Alors, je vais vous montrer un exemple en fait, par exemple ici, c'est que si jamais vous voulez faire un broadcast des données en fait de slice à tous les autres, du coup, si on fait un petit calcul, imaginons on a du coup une table sur le cluster en entier qui fait 137 Go compressé. Vous voulez le broadcaster du coup depuis chacun des nœuds. Alors là, on va prendre un exemple avec 22 machines. Donc vous voulez broadcaster ça. Chacune des machines va contenir en fait 6,2 Go de données, donc un 22e. Et par exemple sur les dense compute, la vitesse sur le réseau est de 0,2 gigabits par seconde. Et donc gigabytes par seconde. Et donc ça veut dire en fait que pour distribuer chacune des machines, il va mettre 31 secondes à distribuer les blocs de données qu'elle contient elle. Par contre, à recevoir celle des 21 autres machines, il va mettre 10 minutes 50 ici. Le problème, c'est qu'en fait 137 Go, ça peut paraître beaucoup, mais pour des technologies aussi au volume, c'est pas énorme. Et quand la requête elle-même en fait met je sais pas, 30-40 secondes à être computée, on n'a pas envie d'attendre 10 minutes 30 en fait, juste que les données se distribuent. Voilà. Donc du coup, c'est vraiment, il faut faire attention à ça, et on veut justement en fait
limiter au maximum possible en fait la distribution des données. On veut en fait qu'on n'ait jamais besoin d'envoyer les données d'un slice ou d'un node à un autre. C'est quelque chose qu'on veut absolument éviter, c'est justement pour ça qu'il est conçu Redshift et les algorithmes que je vais présenter. Donc il y a plusieurs types de distributions, il y en a 3 qui peuvent être implémentés dans Redshift. Le premier, c'est la distribution even. C'est un algorithme très très simple en fait qui consiste à affecter les lignes en fait en round robin à chacun des slices. Voilà. C'est très très simple comme affectation et ça a la même propriété en fait de faire que vous êtes certain qu'à une ligne près, chacun des slices contient autant de lignes que les autres. Donc il y a la donnée en fait est distribuée de manière très homogène en nombre de lignes et vous êtes certain du coup d'avoir une charge de travail homogène au sein des slices. Le second type de distribution, c'est la distribution all, qui en fait va affecter chacune des lignes de la table à chacun des slices. Alors plutôt non, à chacun des nodes, et la table sera présente en fait uniquement sur le premier slice de chacun des nodes. Donc là on a pris des exemples où les nodes ont 2 slices, mais en fait il y a des nodes plus gros qui peuvent en avoir 16, et donc du coup elle sera présente qu'une seule fois sur les 16 slices, ça économisera du stockage. Ça, on utilise traditionnellement cette distribution all-là dans les schémas en étoile ou en constellation, pour les petites tables dimensionnelles qu'on veut lier aux tables de fait. Parce que vous vous présentez après avec le troisième type de distribution, on va privilégier le troisième type de distribution pour les plus grosses tables dimensionnelles et la table de fait, et les petites tables dimensionnelles, on va du coup choisir ça, pour les avoir déjà présentes partout sans avoir besoin de les redistribuer justement comme je le présentais auparavant. Et donc, là en fait c'est juste j'ai représenté chacun des slices par une colonne. C'est du coup là il faut imaginer en fait que on a 3 slices. Bon en fait je mets ça pour pas mettre 40 slices en bas, mais du coup comme je disais ici les nodes, par exemple les nodes en DC1 ils ont 2 slices chacun. Il faut imaginer par exemple que les slices 1 et 2 constitueraient un node du cluster. Voilà. Okay. Et du coup le troisième type de distribution, donc c'est vraiment ça qui fait tout l'intérêt de Redshift pour la computation, c'est la distribution en clé. Alors, ici en fait, vous allez designer dès la création de la table, en fait, dire telle colonne, c'est celle dont je vais me servir pour faire la distribution de la donnée. En fait, à chaque fois que vous allez insérer une ligne dans la table, il va créer en fait un hash de cette colonne et affecter ce hash à un des slices. Par exemple, si jamais vous avez un cluster avec ici 3 slices, bah, du coup chacun des slices va se faire affecter un hash et chacun des hash ira du coup déterminer en fait dans quel slice ira la ligne. Donc ça permet donc de les affecter selon ce critère-là. Par contre, le problème, c'est que du coup, vous pouvez avoir de la skewness. Vous pouvez avoir des lignes qui sont réparties de manière non homogène au sein des slices, pour peu, par exemple, que vous choisissiez une colonne qui a une cardinalité très faible par rapport au nombre de slices, ou des très grandes disparités en nombre de lignes par valeur. L'intérêt de cette stratégie-là, c'est que si vous avez une seconde table et que vous distribuez sur une colonne en fait de même type, les hash de même valeur vont aller même dans le même slice. Et quand vous allez vouloir joindre les deux tables entre elles sur cette colonne-là, et en fait la jointure va pouvoir se faire directement localement parce que le cluster, le moteur relationnel, saura en fait qu'il ne pourra rencontrer de lignes à joindre sur cette colonne qu'au sein du même slice que lui-même. Il n'aura jamais besoin de distribuer, il n'aura jamais besoin d'aller chercher ailleurs, et ça permettra justement de s'économiser une énorme partie de la cardinalité des produits cartésiens. Voilà. Alors, je vais insister encore une fois là-dessus, c'est qu'il est important de choisir de distribution qui ne conduit pas de la skewness à une distribution qui a un nombre de lignes relativement homogène au sein du cluster. C'est important parce que comme c'est un cluster, votre temps de réponse de votre requête, en fait, c'est le temps de réponse du plus long de ces nodes. Et du coup, pour cette raison-là, vous n'avez pas envie qu'un node travaille 10 fois plus que les autres, parce que c'est celui-là que vous allez attendre. Alors, troisième sujet, les cardinalités de jointure. Bon, je vais faire un bref rappel sur le produit cartésien. Si vous avez deux tables A et B, une de N ligne, une de M ligne, vous allez du coup avoir N fois N jointures si vous testez de manière naïve en nested loop les jointures. C'est un problème, en particulier en big data, parce que si ici votre table A contient 1 million de lignes et la table B 1 milliard de lignes, ça vous fera 1 milliard fois 1 million de jointures à faire. Et là je prends un exemple très simple, parce que dans Redshift, comme je le disais tout à l'heure, on a des tables qui font 10 milliards de lignes, des tables qui font 120 milliards de lignes, alors vous imaginez la complexité de la cardinalité. Si on prend une machine qui est capable de faire 1 milliard de jointures par seconde, ça représente 11,5 jours de calcul. Et je vous dis encore une fois, ce sont deux tables qui sont toutes petites pour Redshift. Voilà. Donc il faut trouver une autre solution pour faire les jointures ici. Et donc justement Redshift a trouvé quelque chose. C'est en fait l'utilité de distribution pour la distocky, comme je vous le disais ici, auparavant. En fait, au lieu de stocker du coup la table A et B en un seul morceau, ils vont les stocker en fait, du coup, imaginons ici par exemple on a 40 slices dans le cluster,
Du coup, il va affecter en fait un 40e des lignes à chacun des slices, pour peu que la distribution soit homogène. Et donc en fait, au sein de chacun des slices, il va tester en fait de jointure que de n divisé par 40 fois m divisé par 40. Et donc du coup, en fait, il y aura 40 calculs à faire, mais qui seront chacun 1600 fois plus petits que le calcul complet. Et donc ici, en fait, chacun des slices va computer uniquement 25 000 milliards de compute contre auparavant 1000 milliards. Et donc l'intérêt de ça, en fait, c'est que même si vous prenez en fait des slices qui auraient un 40e de puissance de calcul d'auparavant, donc je disais auparavant, imaginez une machine qui aurait 1 milliard de jointures par seconde, qui pourrait faire 1 milliard de jointures par seconde. Et bien ici, en fait, en prenant uniquement des machines qui sont capables d'en faire 25 millions par seconde, donc au total vous avez la même puissance de calcul, comme elles ont chacune à faire 40 fois, enfin 1600 fois moins de calculs, mais en fait vous allez diviser par 40 la durée des calculs complets. Et donc du coup faire le calcul des jointures en 7 heures. Ouais. C'est ça, exactement. C'est ça. En fait, c'est que, en gros, la condition d'équilibre join se fait en partie ou en totalité sur la clé de distribution. C'est-à-dire que, en fait, vous êtes en train de joindre A et B en faisant la colonne de distribution de A est égale à la colonne de distribution de B. Voilà. Et donc, forcément, il va pouvoir se servir de ça pour justement se dire, ben, je sais que je n'ai besoin de faire la jointure qu'au sein d'une slice parce que de toute façon, les autres valeurs qui sont affectées dans les autres slices ne contiendront jamais la colonne qui m'intéresse. Enfin, plutôt la valeur de colonne qui m'intéresse. Ouais, donc ça fait partie des contraintes à bien avoir en tête au début quand on dit. Bien sûr. Bien sûr. Et comme on peut distribuer que en distribution de qui que sur une seule colonne, quand on fait un schéma en étoile, on a une table de feu au milieu. En fait, traditionnellement, en fait, on va choisir comme clé de distribution, pour peu que la linéarité et l'homogénéité de distribution au sein de la colonne soient bien propres. En fait, on va choisir la clé de distribution de la plus grosse table dimensionnelle à côté. Parce que c'est là où on va cumuler le plus et mettre du coup les autres tables dimensionnelles du schéma en étoile en distribution all pour éviter là du coup de les distribuer au sein du cluster. Parce que du coup elle sera déjà présente intégralement sur chacun des nodes. Alors, après donc il y a Redshift dispose de différents algorithmes de jointure, donc c'est des algorithmes qui sont assez souvent présents également sur d'autres bases de données relationnelles. Le premier c'est le hash-join. Donc du coup, pas forcément être penché dessus, c'est un algorithme qui est relativement connu. C'est en fait, il va prendre la plus petite des tables et il va constituer en fait en RAM une table de hash inversée, c'est-à-dire qu'il va calculer pour chacune des valeurs de jointure. Imaginons ici en fait on est en train de joindre sur les colonnes A et B, les deux tables, donc celle qui sont à gauche, celle qui est à gauche et celle qui est à droite. En fait il va constituer un hash. Donc vous voyez par exemple la table de gauche, il y a deux fois un 1 aux colonnes A, colonne B, et donc du coup ils ont le même hash. En fait il va faire une espèce de reverted index où il va stocker le premier hash, il va le faire pointer, il va dire bah, il est présent dans la ligne 1 et la ligne 2. Et donc du coup en fait derrière, lorsque vous allez faire la jointure, vous allez faire directement vers cette table de hash en RAM. Et en fait, vous allez chercher très rapidement en fait, les entrées qui vous intéressent. C'est-à-dire que si vous avez 1000 lignes dans la table de gauche qui représente le H1, en fait, vous allez lire une seule fois l'entrée dans la table en RAM et vous allez faire une seule jointure au lieu de 1000. Il faudra juste aller chercher la ligne après. Voilà. L'autre intérêt aussi, c'est que lorsqu'il constitue la table de hash en RAM, il la prétrit sur la valeur de hash. Donc, lorsque vous faites la jointure, lorsqu'il va aller chercher s'il y a une entrée pour H1 à la table de hash, on va pouvoir faire la dichotomie pour aller chercher très efficacement s'il y a une entrée ou non dans la table. Et donc vous allez également ici économiser énormément d'accès, énormément de tentatives de jointure que vous n'allez pas faire. L'autre intérêt, donc l'autre, et c'est vraiment l'algorithme, celui-là, qui est le petit bébé de Redshift, parce que c'est celui-là qui est très efficace par conception, c'est le merge join. En fait, ici vous allez toujours pareil joindre sur les colonnes A et colonne B. Imaginons ici que la colonne A soit la clé de distribution et que vous ayez une sortie en compound du coup sur colonne A puis colonne B. Et ben l'intérêt en fait ici c'est que vous allez pouvoir lire de manière contiguë les lignes. C'est-à-dire qu'en fait vous allez pouvoir lire un peu la familiarité d'une fermeture éclair en fait, dire ben je suis certain de les trouver en lisant de manière parallèle les tables. Vous allez être certain en fait qu'une fois que vous avez fini de lire les lignes 1-1 au sein des deux tables, vous n'allez plus jamais les trouver ailleurs. Et donc du coup, vous pouvez descendre les deux tables en parallèle complètement et en fait vous n'aurez jamais qu'à tester un cas d'arrêt à chacune des lectures. Vous arrêterez dès que vous le rencontrez, vous saurez que vous n'aurez jamais plus à joindre cette valeur-là. Et cet algorithme-là, du coup, en fait, même si vous jouez une étape qui font 1000 milliards de lignes contre 1000 milliards de lignes, si jamais le nombre de lignes en sortie de 1000 milliards, vous allez faire que, en fait, quelque chose en fait, qui va être de l'ordre de 1000 milliards de combinaisons. Complètement indépendamment en fait, de la table d'état, enfin, complètement indépendamment du nombre de jointures que vous aurez fait par ailleurs. C'est vraiment le nombre de lignes en sortie qui va jouer ici. Et en fait, c'est un algorithme qui est présent, comme pour le hash-join, dans une grande majorité en fait, des bases de données relationnelles, que ce soit MariaDB, Postgre ou MySQL. Mais l'intérêt ici, c'est que
dans toutes ces bases de données relationnelles, cette étape de merge join, en fait, on l'appelle plutôt sort merge join parce qu'en fait, il nécessite au préalable de trier la table. Or ici, vous l'avez triée dès le départ. Par conception, elle est triée. Donc vous épargnez en fait vous épargnez l'étape la plus coûteuse de la jointure. Et donc du coup, c'est vraiment que la privilégiée lorsque vous utilisez Redshift parce que c'est là-dedans que réside justement tout l'intérêt. Déjà, vous allez joindre, si vous avez 40 slices, au sein de chacun uniquement de ces 40. Vous allez déjà diviser par 40 le nombre de jointures à faire, mais en plus, vous allez lire de manière contiguë. Donc vous allez encore énormément optimiser votre jointure de cette manière. Donc voilà, ça prend cette forme-là qu'on fait la jointure. Et donc le dernier argument dont je veux parler ici, c'est donc pour les ressources RAM limitées. Alors juste un petit rappel sur le merge join, c'est également un algorithme à l'inverse du merge join qui nécessite de construire une table en RAM. Si jamais vous avez un nombre de hash, si vous avez un nombre du coup, si vous avez un nombre de hash dans la jointure, enfin considérez un table de hash qui est très grand, et si vous avez 10, 100, 1000 milliards de hash à constituer, ça peut prendre vraiment des centaines de gigas et complètement swapper en disque parce que vous n'aurez pas le volume pour le stocker. L'algorithme de merge join, en fait, il n'a jamais besoin de stocker en RAM que les deux lignes qu'il est en train de lire. Et donc du coup, c'est complètement indépendant de la taille de l'étape que vous êtes en train de joindre. Si jamais vous joignez 10 lignes contre 10 lignes ou 1 milliard contre 1 milliard, de toute façon, vous aurez besoin de stocker que 2 lignes à la fois. Et c'est un peu la idée pour le coup par Gigagate, c'est qu'en fait, à partir du moment où vous avez la table qui est sortée sur le groupe que vous êtes en train de lire, par exemple, ici vous faites un groupe by colonne A, colonne B, bah du coup dès qu'il a fini de lire les lignes qui sont de valeur 1, bah il sait qu'il pourra jamais rencontrer plus loin, et donc il peut directement l'écrire dès le départ en fait dans la table de sortie. À l'inverse par exemple de l'algorithme de hash aggregate, donc qui est un peu le pendant du hash join, qui en fait ne peut par exemple ne rendre la première ligne qu'à la toute fin parce qu'il est jamais certain de ne pas rencontrer une entrée plus loin dans la table. Bah ici dès qu'il a fini de lire la première valeur, il sait qu'il peut l'écrire directement tout de suite dans la table de sortie. Voilà. Alors, cette forme là. Je vais maintenant laisser Arnaud vous présenter un petit peu du coup la gestion de Redshift au quotidien et comment est-ce qu'on fait en sorte que ça tourne bien et rapidement. Alors, la gestion de Redshift au quotidien, c'est merveilleux, c'est hyper facile. Déjà, vous avez que 15 requêtes maximum. 15 requêtes maximum, pourquoi? Parce que c'est une préconisation. Donc voilà, il va falloir partager toutes ces requêtes entre tous les utilisateurs. Donc vous allez faire des groupes d'utilisateurs. Ce qui va se passer avec ces groupes d'utilisateurs... Allô, voici. Ce qui va se passer avec ces groupes d'utilisateurs, c'est que vous allez leur mettre un nombre de slots limité, c'est-à-dire que vous allez dire, par exemple, les business analysts, ils n'ont que 4 slots sur ces 15. Et en plus, ils vont avoir un minimum de mémoire réservée. Donc pour les business analysts, on va dire 4 slots et 5% de la RAM. Qu'est-ce qui va se passer si vous avez... disons quelques groupes comme ça, si vous avez quelqu'un qui n'est pas dans un groupe qui passe, il va avoir que 95% de la mémoire disponible parce qu'il y a 5% qui seront toujours réservés pour les BA, qui ont toujours besoin de travailler et d'avoir de l'espace. Et en même temps, vous ne pouvez pas avoir quelqu'un qui va surcharger, un groupe d'utilisateurs qui va surcharger le Redshift s'ils sont limités en slot. Donc comme ça, on va pouvoir réduire les concurrences en écriture. Pourquoi ? Parce que si on prend nos utilisateurs qu'on va appeler ETL, donc tous les ETL qui tournent la nuit et qui ont besoin de faire beaucoup d'écriture, on va leur laisser par exemple que 2 slots. Et donc à partir de là, on sait qu'on ne va pas avoir trop d'écriture en même temps. Ça réduit le nombre d'accès semblables. Par extension, si vous avez vos business analysts qui vont taper toujours sur les mêmes tables, en gros, ils font à peu près toujours les mêmes requêtes sur les mêmes tables, il y a quelques variations. À chaque fois, vous allez surcharger les mêmes tables. Donc les data scientists, finalement, c'est pareil. Ils vont prendre les grosses tables, ils vont faire beaucoup de calculs là-dessus. Donc finalement, en réduisant leur nombre d'accès, on évite leur propre concurrence. Donc on les aide un peu, même s'ils se trouvent un peu limités. Donc on limite les accès ressources, parce que comme ça, quand il y a une équipe qui est un peu plus grosse que les autres, elle peut laisser les autres équipes travailler. Et on garantit un minimum de disponibilité, dans le sens où, même si le Redshift est saturé, bah, il y a toujours des gens qui auront leur pourcent de disponible sur la RAM. Ensuite, on a ce petit plaisir, les vacuums. Pourquoi ce petit plaisir? Parce que ça dure quelques heures et ça bloque le Redshift. Voilà, donc le vacuum et l'analyse. Et pourtant, c'est essentiel. Pourquoi c'est essentiel? Parce que c'est des choses qui vont permettre de
Déjà, ranger Redshift. Qu'est-ce qui se passe quand vous faites un update? Quand vous faites un update, vous avez votre ligne qui est supprimée et recréée avec une modification. Et donc, quand vous faites un delete aussi, vous avez votre ligne qui est supprimée. En fait, votre ligne, elle n'est pas supprimée, elle est mise de côté, mais elle est toujours là. Donc, il faut que vous fassiez un vacuum pour aspirer et donc enlever cette ligne, la nettoyer. Et trier les nouvelles données. Quand vous faites un insert, les dernières données du jour, par exemple, toutes ces données ne sont pas encore rangées. Vu que tout est trié sur les nodes, il va falloir re-ranger tous les nodes, les réorganiser. Donc, ça prend un certain temps. C'est hyper important parce que si vous avez vos données qui sont plus triées, vous ne pouvez plus faire de merge join, de hash aggregate, etc. À partir de 20% de données qui ne sont pas rangées, Redshift va dire je ne fais plus les merge join, toutes les optimisations elles sont KO. Je dois rescanner toute la table et donc ça prend pas mal de temps. L'analyse à la fin, ça permet d'avoir les statistiques. Ça permet à Redshift d'optimiser les requêtes. En gros, qu'est-ce qui va se passer? Il va analyser les données et dire j'ai tant de données pour ce segment de personnes, de dates, et mes tables font telle taille. S'il ne le fait pas, il ne connaît pas exactement la taille des tables. C'est important, si vous voulez faire un hash aggregate, par exemple, il va prendre la plus petite des tables pour la hasher. Ce qui fait que s'il prend la plus grosse, finalement, l'optimisation, elle est pas optimale. Ensuite, si vous regardez votre query plan, vous allez voir que le nombre de lignes, il est léger, par exemple, et vous allez vous dire pourquoi c'est lent. Et en fait, si vous faites un analyse, vous vous rendez compte que vous avez chargé beaucoup de données, et donc votre requête a complètement explosé à cause de ça aussi. Donc les deux sont importants à faire. Nous, on les fait 3 fois par semaine. La préconisation, c'est de le faire 1 fois par semaine. Vous pouvez aussi limiter vos vacuums, c'est-à-dire faire des vacuums juste sur les deletes ou juste sur les tris, pour gagner un peu de temps. Ensuite, Redshift. Donc Redshift, si vous n'avez pas assez de capacité, vous pouvez rajouter des nodes. Si vous n'avez qu'une personne qui envoie sur le Redshift, qui a beaucoup besoin du Redshift, peut-être que vous devez externaliser cette personne. Si vous avez toutes les personnes qui se plaignent du besoin de Redshift, alors là, vous augmentez votre nombre de nodes, parce qu'il y a un besoin partagé. Mais donc, s'il y a des besoins qui unitairement explosent un peu le Redshift, alors vous devez agir en fonction de ce besoin. Si c'est un besoin de compute, il faut externaliser avec des EC2 ou des EMR, c'est-à-dire vous allez externaliser vos moteurs. Si c'est du besoin de storage, nous, ce qui se passe, c'est qu'on a des tables qui sont trop grosses pour les parser, pour les nettoyer. Donc, on va utiliser des EMR pour mettre ça sous forme de fichiers parquet qui vont être beaucoup plus faciles à insérer en format colonne. Si vous avez un problème de temps de développement, vous allez pouvoir utiliser Spectrum, c'est-à-dire que vous tapez juste votre requête et ça va vous sortir un résultat. Vous n'allez pas avoir à développer un data pipeline, c'est-à-dire un ETL vous allez avoir plusieurs jours de développement juste pour faire ça. Ça va vous coûter plus cher à la requête, mais au moins vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête. Athena, c'est la même chose, mais vous n'êtes pas dans Redshift et vous pouvez taper directement dans S3. Donc pour améliorer votre temps de développement, vous pouvez utiliser ça. Et les accès reporting, si vous avez plein de personnes qui veulent faire du reporting, disons 100 personnes, si vous n'avez pas une base in-memory, à chaque fois vous allez avoir un accès Redshift et ça ne va pas être possible. Donc derrière, il vous faut un outil de reporting qui soit in-memory ou en tout cas qui n'aille pas taper dans le Redshift. Voilà, c'était la fin. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et nous recrutons, bien évidemment, à tous les niveaux. Un stagiaire, un CDI et un freelance. Voilà. Bon. Alors, est-ce que parmi vous, il y en a qui ont des questions, des points Ouais. Merci. Alors, en fait, j'ai pas compris les contraintes de départ et le choix de Redshift. Ouais. Donc, si on peut revenir peut-être sur les slides de départ, je vais me remettre les contraintes parce qu'on a parlé de quelque chose comme quoi on voulait sortir des données, enfin, on voulait explorer des données, donc on savait pas forcément lesquelles de base oui, c'est ça. Juste après. C'est justement en fait, pour moi, de ce que j'ai compris, j'ai peut-être loupé un truc, mais en gros, c'était de dire j'ai besoin d'explorer les données, donc je ne sais pas lesquelles a priori je vais vouloir explorer.
Et du c'est coup, plutôt celle-là du coup. C'est celle-là, je pense. Le libre croisement d'informations. C'est ça dont Ouais. tu parlais. ouais. Ouais. Mais mon problème, c'est que la performance par design, c'est antinomique avec ce truc-là. C'est pour ça que j'ai du mal à comprendre. En fait, faut bien voir le cluster, en fait, on l'a un peu surdimensionné pour cette raison-là. C'est-à-dire qu'en gros, on a en fait des tables qui sont un peu une table publique, si tu veux, qui contiennent l'information brute. Et en fait, chaque utilisateur, selon son besoin, peut en fait faire une copie de la table, distribuée, triée selon en fait son utilisation personnelle. Mais en fait, on lui met déjà à disposition une table, en fait, entre guillemets, pratiquement une source de données, en fait, dans Redshift, qui va lui permettre à lui de faire son utilisation précise. Donc après, vous rebatchez les données sur une table qui est designée par rapport à ce qu'il a envie de faire. Ça, et on a choisi pour cette table-là publique, en fait, la distribution et le tri, qui en fait est la meilleure moyenne, si tu veux, de l'utilisation. Ok. Voilà. Et donc c'est vraiment, en fait, c'est aussi pour ça qu'on est parti sur dense storage et pas de dense compute. En fait, on s'est rendu compte, de 1 déjà, qu'on était très limite en termes, on faisait souvent du disque full à cause de requêtes qui swappaient en RAM ou sur le disque, des choses de ce genre-là. Mais aussi en fait parce qu'on s'est rendu compte que il est souvent plus efficace de créer une copie de la table adaptée à son besoin et de l'exploiter plutôt que d'exploiter la table elle-même dès le départ. Et en fait, c'est vraiment c'est pratiquement un des premiers conseils que je donnerais sur Redshift, c'est faites une copie de la table qui est adaptée à votre truc, même si au départ la table a une distribution et une sortie différente de ce que vous voulez. Et c'est vraiment, la différence est flagrante. Voilà. Ok, merci. Ouais, pour prolonger la question d'avant, sur la table que vous appelez, je crois, publique, on peut faire toutes les requêtes, même si on n'a pas la bonne sort key ou la bonne clé de partition. Enfin, non, j'ai l'impression que c'est très proche de Cassandra, le concept qui s'appelait différemment, c'était pas clé de partition, mais clé de... Ouais, clustering key. Ouais, ça revient à peu près même. Ouais. Et ma question, c'est est-ce qu'on peut faire des requêtes même pas optimisées, quoi? Est-ce que c'est bloqué ou ça va juste être très très lent? Et ce que vous avez expliqué, c'est dans les cas où c'est bien conçu, c'est plus rapide, mais est-ce que ça marche sans? Alors, et donc, est-ce que le public peut être appelé directement sans être recopié il y a tout un système d'autorisation, c'est-à-dire qu'on peut empêcher des users qu'on sait pas avoir les compétences pour le faire de requêter telle ou telle table, mais en fait, ici, le public, c'est pas une table, c'est un schéma qui contient un certain nombre de tables. Oui, pardon. Ouais. Voilà. Ouais. Et en fait, non, à partir du moment où la requête est bonne syntaxiquement en SQL, elle peut tourner. Oui, donc il va te laisser faire un gros sexscan ou un gros by absolument pas optimisé qui va faire toutes les combinaisons. C'est ça. Il va te laisser le faire, donc ça va juste être très lent. Ça va juste être très lent. D'accord. Voilà. Ensuite, je vais parler de la disk key. Finalement, on a une disk key qu'on a mis partout et qui fait que c'est plutôt optimisé, c'est l'ID des personnes. Ça va être équitablement distribué et c'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les tables pratiquement. Donc, normalement, les tables répondent plutôt à ce besoin-là d'absence de skewness et de jointure sur toutes les autres tables pratiquement, sauf celles qui sont en distyle all, qui sont plus petites. Donc, finalement, le design est semblable pour la plupart des cas. Et juste pour donner un petit point de détail sur ta question justement, c'est que on est conscient en fait justement que c'est une des problématiques de Redshift justement de faire en sorte que il n'y ait pas une requête qui soit lancée à la vite et qui prenne toutes les ressources du cluster. Et c'est pour cette raison-là en fait qu'on fait régulièrement en interne chez Guri, en fait, on va régulièrement aider les autres équipes à écrire leurs requêtes, on va leur faire des ateliers de formation, parce que justement, vu que c'est quelque chose qui est mutualisé, que c'est par tout le monde, on a absolument besoin que tout le monde sache bien l'utiliser. Et donc on les forme, on va les aider à améliorer, à optimiser, à faire des choses. Okay. Et c'est vraiment une bonne pratique, je pense, à donner là-dessus. Je ne sais pas si je peux enchaîner sur une deuxième rapide, peut-être. Non, je ne sais pas si c'est rapide. La fin, quand vous parliez de vacuum analyze, sur la partie vacuum, si je fais un insert dans une table d'1 milliard, il va la append à la fin, c'est plus un système de log, donc il ne va pas le trier. Tant que je n'ai pas fait le vacuum, je peux faire des requêtes dessus. Tu peux faire des requêtes dessus et ça sera toujours en merge join parce que tu as moins de 20% de la table qui n'est pas triée. Mais donc, du coup, dans les algos, tout ce qui n'est pas trié, il va les envoyer partout, il va essayer de se débrouiller pour que ça marche. Donc il y a une petite partie qui n'est pas optimisée et globalement, c'est optimisé. Alors, c'est un tout petit peu différent que ça en fait. C'est un peu cliché, mais c'est pour comprendre les limites. C'est-à-dire le vacuum, il est obligatoire ou j'ai cru comprendre que non, tant que tu n'es pas au 20%. Mais c'est ça. En fait, mais en pratique, je ne suis pas sûr de voir comment il va le faire. En gros, quand tu insères une ligne en plus,
en fait, il la met dans un bloc qui est en fait dans le catalogue signalé en fait comme un bloc qui n'est pas trié avec le reste. Par contre, tout ce qui reste vrai sur la zone map reste vrai pour ce bloc-là. C'est-à-dire qu'il garde quand même les indications de plus petites valeurs, plus grandes valeurs. Et par exemple, quand tu insères des données qui sont par exemple des données récentes avec une date par exemple, et ben du coup, il y a de grandes chances que même si tu tries pas la donnée en fait, bah, malgré tout dans la zone map, il apparaît quand même que la valeur minimale et maximum de la date en fait soit quand même très haute, et en fait tu pourras tout de suite quand même malgré tout, malgré que c'est pas trié avec le reste, tu pourras quand même l'éliminer. Mais tout ce qui est pas trié est une zone, et donc tout est une zone, tout bloc est une zone map, trié ou non. Par contre, là où ça va jouer, c'est qu'en effet, c'est quand tu veux, du coup, quand tu es en dessous des 20%, mais que tu as quand même des lignes qui sont pas triées, par exemple, quand tu vas faire un merge join, il va devoir pré-sorter les, faire le, en fait, plus précisément, en fait, quand il insère des lignes dans une table, en fait, par exemple, il a trié en fait avec la sort key les nouvelles lignes entre elles. Ce qui fait que les lignes de base sont triées, les nouvelles sont triées, il a juste en fait à faire un sort merge entre les deux, ce qui est relativement rapide. Voilà. Et c'est l'étape justement qui est, en fait, il considère qu'à partir de 20% de lignes non triées, cette étape de sort merge devient trop coûteuse et qu'il préfère utiliser d'autres algorithmes comme le hash-join ou le hash-aggregate. Ouais, je me doute que les 20% c'est un seuil qui a été défini mais qui n'est pas... c'est ça. Ça pourrait on marcher n'a pas à la main 22, dessus. Ok, merci. C'est qui le suivant ? Est-ce que la stratégie de conception des tables est un peu la même que celle de Cassandra, c'est-à-dire qu'on encourage la dénormalisation des données et on fait une table, disons, pour chaque grand type de requête qu'on va être amené à faire, avec des where, avec des clés primaires, ou est-ce que c'est... Alors, c'est pas forcément... Enfin, ça dépend, en fait. Faut bien voir, en fait, qu'ici, on a une base de données on a beaucoup de tables dimensionnelles qui appartiennent, en fait, vraiment à une constellation et qui appartiennent à plusieurs étoiles, à plusieurs tables de fait. Et donc, en fait, si jamais tu te retrouves à avoir des tables vraiment dénormalisées, dès que tu voudras faire un update d'une valeur, tu devras le faire partout. Et comme un update dans Redshift, c'est un dit.insert, tu n'as pas forcément envie de faire un update sur 100 milliards de lignes d'un seul coup, tu préfères le faire sur une table normalisée sur le côté. Et comme tu bénéficies à la fois du style all et différents algorithmes en fait, qui vont te permettre malgré tout de faire des hash join sur les tables qui sont toutes petites du coup, donc la hash map, la table de hash en RAM va être toute petite, et bah du coup tu préféreras en fait malgré tout t'économiser en effet du stockage et la facilité des updates en faisant du coup le choix d'attaquer un petit peu les performances de ta requête. Mais après c'est le choix chacun, juste Redshift en fait est suffisamment efficace dans cette jointure pour te permettre de faire le choix de normaliser. D'accord. Et ça suffira à tenir, par exemple, si on fait une requête comme précédemment et où on aurait un where qui ne spécifie pas la date du tout, de date de plage de date, et qu'on ferait que sur le pays, par exemple, est-ce que ça suffirait du coup, on aurait plein de blocs quand même. On aurait plein de blocs quand même. C'est voilà, toujours dépendant de la taille de tes tables. C'est-à-dire que traditionnellement, la bonne pratique, c'est de ne pas mettre en decile all table de plus de quelques dizaines de millions de lignes. Voilà. Parce que au-dessus de ça, ça deviendra contre-productif. Voilà. Et dans ce cas-là, comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est que il vaut souvent mieux recréer une copie de la table plus adaptée. Et par exemple, quand tu as des choses de ce genre-là, c'est une très bonne pratique, par exemple, de faire, si par exemple, tu veux joindre 4 tables entre elles, bah, tu mets la distribution key sur les deux premières, tu les joins, et puis tu les crées avec la distribution key pour joindre avec la troisième. Plus tu les joins, plus le résultat, tu le remets la distribution key sur la quatrième distribution key, et du coup, tu feras toujours des jointures locales, mais à chaque fois, en fait, tu redistribueras la donnée une seule fois au milieu, et c'est plus rapide de faire comme ça. Enfin, ça dépend des cas toujours, mais la majorité des cas, c'est le cas. Du coup, je rebondis un peu sur les questions qu'on avait eues. Du coup, comme tu dis qu'on a le choix entre normaliser ou dénormaliser suivant la performance, par rapport à vos 60 Tera de données qui font une dizaine compressées, vous avez un ordre d'idée de la quantité de normalisation, dénormalisation que vous avez pu faire, par exemple ? Nous, c'est très normalisé. C'est très très normalisé. Ouais. Donc, du coup, vous avez très peu de duplication finalement. Voilà, c'est le choix qu'on a fait. Parce que vous mettez vous distribuez partout parce que c'est des petites tables. Ouais. Et du coup, aussi pareil, lié au fait qu'on peut, contrairement à Cassandra, où on peut balancer. Enfin, les requêtes sans les bonnes clés, ça passe pas parce qu'il envoie bouler à peu de choses près. Ouais. Vu qu'on peut le faire, du coup, est-ce que vous avez des capacités justement de faire un peu sur les 15 requêtes, là, de faire des lanes sur lesquelles, bon, bah, c'est pas grave, tant pis, on peut envoyer n'importe quoi, mais ça pourrira pas les autres. Il y a moyen de faire des files différentes suivant le type d'usage ? En fait, tu peux, si tu veux, par exemple, faire ce qu'on appelle du queue hopping. En gros, c'est de faire, par exemple, des queues dans lesquelles toutes les requêtes vont passer par défaut. Puis, en fait, de dire, toute requête qui, dans cette queue-là,
si elle exécute depuis plus de 10 minutes, je la fais sauter dans une autre queue qui elle a un seul slot. Et donc du coup, si jamais cette queue-là n'a déjà son slot pris, bah, du coup l'autre sera pilée derrière elle, elle s'arrêtera. Et tu peux toujours après faire des timeouts. Tu peux dire toute requête dans la slot qui prend plus de 10 minutes, je la cut. D'accord. Donc il y a tout un système de management après qui n'a pas été trop présenté ici, mais qui permet justement de gérer ces cas-là. D'accord. Ok. D'autres questions? Voilà. Bah écoutez, bah merci encore. Non, de rien. Du coup, et puis bah vous pouvez continuer. Ouais.